Bonjour Julie, vous êtes donc infirmière bruxelloise, vous êtes historienne, vous êtes maman de 2 enfants ayant vécu 10 ans à l'étranger et vous êtes sur le point d'obtenir un master en santé publique. Oui, exactement. Bonjour Marc-Henri. Bonjour. Alors d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir et de me donner la parole parce que je pense que beaucoup de mes collègues n'osent pas s'exprimer et que donc aujourd'hui je vais peut-être faire un petit peu porte-parole. D'accord, avec grand plaisir. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc les systèmes de santé sont-ils saturés chaque année? Oui, définitivement oui, puisque un des objectifs de gestion des institutions hospitalières, c'est donc bien la saturation, hein, puisque nos hôpitaux sont financés par l'État et qui alloue un budget de fonctionnement et qui demande avec ce budget de fonctionnement de faire l'impossible en fait. Ce qui fait que, fatalement, on est vite... comment dire, le gouvernement exige de l'efficacité, de l'efficience, du rendement, avec tout ça avec une diminution des coûts. Et donc, on est à saturation en permanence avec trop peu de personnel et le moindre grain de sable qui vient se mettre dans cette mécanique l'enraye. Et on peut dire que le Covid, c'est un gros grain de sable qui est venu s'installer. Et que donc c'est difficilement gérable par les hôpitaux. Okay. Donc on est face à maintenant 1 an de crise, 3 vagues, une première vague, des mesures, une deuxième vague, les mêmes mesures, une troisième vague, les mêmes mesures. Et voilà, c'est juste tout à fait irréaliste, puisqu'ils veulent une gestion privée de leur secteur public. Dans un secteur privé, on aurait mis le manager dehors assez vite si sur 1 an, avec 3 crises, les mesures ne changeaient pas. Et donc ici, on se retrouve face à un gouvernement qui s'enfonce inévitablement dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, ça pose question. Ce sont pas des... Ce qu'on a avant tout besoin à l'hôpital, je pense que ce sont des mesures structurelles pour améliorer la qualité des soins en termes, avec le nombre de personnel, avec le nombre de lits. Enfin, mais ça, on n'a pas. Enfin, ça, ils ne proposent pas, disons. Pas pour l'instant. Et donc là, on a été aussi en saturation, donc du coup, puisque la crise Covid était un gros grain de sable, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de gérer la saturation du système de santé? Oui, alors ça, c'est un vaste sujet, puisque je pense que c'est toute une refonte de la société qu'il faudrait, c'est-à-dire repartir avec un système de valeurs qui va mettre l'humain au centre des préoccupations et pas, on va dire, le profit, même si officiellement il n'y a pas de profit dans les hôpitaux, mais donc pouvoir simplement réaccueillir la vieillesse, la mort comme faisant partie de la vie, ça me paraît fondamental si on veut, sur du long terme, repenser le système de santé. Maintenant, par rapport à cette crise, je pense qu'après la première vague, il aurait fallu changer de cap. On peut imaginer que, étant face à l'inconnu, ils aient choisi une façon d'agir lors de la première vague, et peut-être, on ne peut pas juger, on n'aurait peut-être pas fait autrement, nous, mais après le passage de cette première vague, ils ont quand même eu quelques mois pour imaginer comment gérer si jamais ça devait reflamber. Et là, apparemment, ils n'ont pas... Donc on aurait pu cibler les mesures sur les personnes à risque, âgées, faibles, en leur permettant, en leur faisant prendre conscience, en les responsabilisant quant au fait qu'elles pouvaient, elles, se protéger, mais ne pas spécialement imposer des mesures à toute une population saine et qui ne demandait qu'à continuer à vivre. Éventuellement en distribuant des masques FFP2 à toutes ces personnes âgées, hein, puisque c'est une des seules solutions pour se protéger. On aurait pu imaginer d'ouvrir des centres spécifiques pour la gestion et pour les soins aux patients Covid. C'est a priori prévu. On a dont l'hôpital militaire ici à Neder-Overenbeek qui peut accueillir en urgence un afflux massif de patients.
On aurait pu faire appel à la Croix-Rouge, on aurait pu rappeler le personnel qui a quitté la profession à coup de primes éventuellement, mais prendre des mesures de cet ordre-là, ça n'a pas été envisagé, me semble-t-il. On a préféré se dire qu'on allait enfermer tout le monde, plutôt que de choisir des mesures ciblées. Comment les patients Covid sont-ils traités pour l'instant? Alors, au moment de la première vague, c'était exclusivement donc, antibiothérapie, donc plusieurs antibiotiques, et l'hydroxychloroquine, dont on a beaucoup parlé. Donc ça a vraiment été utilisé pendant la première vague. Maintenant, on utilise un peu de tout, plus l'hydroxychloroquine, voilà, mais c'est un espèce de cocktail, on essaye un peu. Hein. Donc on a toujours les antibiotiques, toujours des corticoïdes, et voilà, parfois des antiviraux, vitamine C, zinc, enfin on a un espèce de package cocktail comme ça. Et donc, antiviral, c'est quoi? C'est l'ivermectine? Pardon, Non, c'est le remdesivir. Oui. Vous l'utilisez encore? Ben oui, j'ai vu. Parce que pourtant, il y a eu des études qui ont montré que c'était pas très efficace et que ça avait des effets secondaires assez dangereux. Je ne sais pas là-dedans qu'est-ce qui est réellement efficace. Oui. Après, si on n'essaye pas, voilà, oui. Donc au final, en tout cas, antibiotiques, corticoïdes, clairement, vitamine C, zinc, clairement. Pourquoi certains patients ont remdesivir, pourquoi d'autres pas? Moi, je ne suis pas bien placée pour et ivermectine, juger. Donc Si, aussi, mais ça, c'est éventuellement intéressant en première intention, donc au tout départ. Oui, en traitement précoce. Oui. Et donc, en général, les patients qui arrivent aux soins intensifs, je parle surtout des traitements des patients aux soins intensifs, là. Hein. Ils arrivent en général déjà dans une phase plus avancée de la maladie où ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Oui. Ok, donc à ce moment-là, on est plus pour des corticoïdes. Et antibiotiques, parce qu'il y a souvent des surinfections. Bactériennes. Oui. Avez-vous une estimation des comorbidités liées au décès Covid? On s'approche des 100% de comorbidité chez des patients décédés. Maintenant, on doit s'entendre sur le terme de comorbidité. Est-ce que ça inclut la vieillesse? Puisque, comorbidité veut dire facteur de risque, ce qui fait qu'en soi, plusieurs troubles associés vont potentialiser une maladie qui s'ajoute et qui va faire que la personne tombe plus gravement malade, voire décède. Si on retire la vieillesse des comorbidités, bien sûr, on a l'hypertension, le diabète, l'obésité, ça a déjà été dit et redit. Quasiment tous les patients décédés du Covid ont des comorbidités, de mon point de vue. Je dirais même tous les patients. Mais... Okay. Et ce n'est pas une notion qui est spécialement propre au Covid, dans le sens où, pour n'importe quelle maladie, le fait d'associer justement différentes pathologies peut renforcer la fragilité. Ok. Est-ce que... Et donc c'est inédit en fait aussi, hein, parce qu'on informe les gens, le grand public. Ça a toujours été, je veux dire. Donc décéder d'une maladie, c'est rarement... Il y a souvent un terrain soit d'immunité qui est défaillante, soit ce que j'ai cité, hypertension, diabète, obésité, qui fait que certaines personnes sont plus fragiles, on n'est pas... Enfin voilà, je veux dire... C'est la communication par rapport à ce virus et cette crise qui est assez absurde. Alors, est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, en unité de soins intensifs, pour une raison, pour une autre, pour un cancer, il est testé positif au Covid, est-ce qu'il est comptabilisé dans les décès Covid s'il décède? Ça, c'est une grande question. Il ne devrait pas, mais probablement qu'il le sera. Donc, vous n'avez pas de réponse de trancher, non. Mais par contre, n'importe quel patient qui rentre à l'hôpital, s'il est testé et qu'il est positif, il sera testé, mais s'il est positif, il sera directement... considéré évidemment comme patient Covid, donc en isolement, donc avec une surcharge de travail, donc avec des coûts associés qui sont énormes mais qui ne sont pas spécialement nécessaires
Parce qu'on peut donc bien sûr être porteur sans spécialement être gravement malade, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que ce que vous dites là, c'est que à partir du moment où quelqu'un est testé positif, on va le mettre dans un processus qui n'est pas toujours nécessaire. Non. Ok. Ou donc on évalue assez mal finalement la gravité de la maladie pour pouvoir l'aiguiller. On l'évalue pas. C'est d'office en fait. On teste positif. Je veux dire, le schéma la procédure est lancée sans aucune évaluation. C'est-à-dire que oui, la gravité va déterminer si le patient ira aux soins intensifs ou dans une unité classique. Donc là, oui, il y a quand même ça, mais sinon, les symptômes ne rentrent que finalement très peu en compte. D'accord. Alors, il y a une rumeur persistante en ce qui concerne les primes Covid. Donc, c'est-à-dire en gros, ce serait des avantages que trouveraient les hôpitaux à déclarer des malades ou des décès Covid. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? À ma connaissance, non, il n'y a pas de prime vraiment liée à la déclaration du nombre de cas Covid dans les hôpitaux. Par contre, il y a eu donc lors de la première vague et de la deuxième des sommes allouées par l'État pour couvrir les dépenses et les frais qui sont supplémentaires par rapport à la prise en charge des patients Covid. Mais qui apparemment, ce sont des sommes prêtées, donc qui tôt ou tard devront être remboursées. Et ça, c'est annoncé clairement comme ça dans les hôpitaux. Oui, donc ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, l'hôpital va devoir faire des économies pour rembourser ses prêts. Oui, donc au final, on est reparti dans une gestion financière délicate. Oui. Ce qui pourrait encore renforcer les difficultés, les saturations des hôpitaux dans les années qui viennent, à partir du moment où il y a de nouveau une petite vague de grippe, de corona ou d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Oui. On parle actuellement d'une forte occupation des unités de soins intensifs, en particulier pour le Covid. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre perception de la situation? Mais donc, il faut savoir qu'à l'hôpital, on dédie un certain pourcentage de lits de l'USI au Covid. Donc, ce n'est pas tous les lits d'USI qui sont alloués aux patients Covid, fatalement, parce que sinon, on a quand même un problème pour tous les patients qui auraient besoin de soins et de soins intensifs. Donc on parle de saturation des soins intensifs au moment où tous ces lits dédiés au Covid sont occupés. Donc ça va finalement assez vite puisqu'il faut garder une proportion. Donc c'est plus ou moins 50-50 de lits Covid ou non Covid à l'USI. Et il faut savoir que les patients qui rentrent à l'USI en étant Covid restent Covid sur toute la période qu'ils passent à l'USI, que ce soit encore utile ou pas en termes de contagion. Donc on a des patients qui sont depuis mi-mars ou fin mars, depuis plus d'1 mois aux soins intensifs et qui sont toujours en isolement Covid. Ce qui a comme implication que les soins sont plus lourds, les frais sont plus importants. Donc voilà, même il faut savoir ça quand on compte le nombre de patients Covid, il y en a qui sont Covid, étiquetés Covid depuis bien longtemps. Okay. Et donc, c'est plus tellement des patients contagieux, ni en crise, ni mais qui sont toujours Covid, quoi. Alors, comme ça, plus ou moins, quel est le pourcentage de lits qui sont occupés dans les unités Covid pour l'instant? Aux soins intensifs, on a, parce que tout d'un coup, ça, il faut que je reprenne mes chiffres. Aux soins intensifs, sur 18 lits, on a 10 Covid. Ok. On a 7 autres et 1 qui est libre. Ça, c'était hier. Okay. Et donc, dans tout l'hôpital, sur 540 lits, on a donc 24 lits Covid. Okay. Donc voilà, je fais pas de pourcentage, mais chacun peut les faire. Oui, ok. Alors, où en est pour l'instant la vaccination pour le personnel soignant? Mais donc dans l'hôpital, actuellement, on a 71% du personnel qui est vacciné et ça se termine. Donc maintenant, c'est-à-dire l'hôpital ne va plus proposer de vacciner le personnel. Donc les gens doivent après passer par le
Leur médecin traitant? Non, mais justement, ça ce sera intéressant le jour où les médecins traitants peuvent vacciner, mais par la filière fédérale, quoi. Okay. Donc les centres de vaccination. Il n'y a pas réellement de pression pour le personnel qui ne veut pas se faire vacciner. En fait, paradoxalement, moins de pression, j'ai l'impression, hein, de mon ressenti, qu'entre les gens dans la société générale, où il y a une espèce d'émulation comme ça, forte entre les personnes. Hein. Finalement, la pression, elle vient presque plus des pairs que de l'État lui-même. C'est bien orchestré, quoi. Chacun se... Enfin, moi, j'ai l'impression du moins. Donc, par rapport à la vaccination, ce que je voulais faire remarquer et qui est inquiétant, 2 points inquiétants, c'est le manque d'informations, en fait, claires et précises sur les vaccins. Donc, les gens ne se font pas vacciner en connaissance de cause. Ça, c'est mon point de vue. Donc, la notion de consentement éclairé auquel les patients, enfin, toutes les personnes, finalement, doivent avoir droit, hein, depuis cette loi de 2002 sur le consentement libre et éclairé pour les patients, eh bien, elle est tout à fait... c'est inexistant, en fait. Les gens se font vacciner sans, je pense, connaître réellement ce qu'on leur injecte. Enfin, je veux dire, ils acceptent... pas pour les bonnes raisons, de mon point de vue. Et le deuxième point, c'est le non-respect de la confidentialité, hein, du secret médical, en fait, parce que on dresse des listes de gens qui se font vacciner. Enfin, ça devient le sujet à la mode, alors que on n'est pas censé avoir accès à cette information. Voilà. Oui. Et donc, toutes les dérives que ça, qui vont découler de ça, c'est évidemment la discrimination ou toute forme de pression. Hein, une fois qu'on divulgue des données qui sortent de la confidentialité du secret médical, ben c'est grave, en fait. Oui. Ok. Alors donc, oui. Donc ça, c'est vraiment les deux donc points. Le manque d'information, oui. Et l'accès à des données médicales. Le manque d'information, donc le manque de consentement. Oui. Et tout ce qui tourne autour de la confidentialité. Oui. Et donc, c'est comme je le disais, je ne suis pas anti-vaccin en général, mais je suis en tout cas contre ce vaccin-là. Et la façon dont il est présenté, surtout comme étant le sésame qui va ouvrir la porte à toutes les libertés perdues, voilà, je trouve que c'est grave comme notion. Et par contre, je respecte entièrement toutes les personnes qui se font vacciner et qui font le choix de le faire, mais en étant dans ce consentement éclairé, donc qui sont conscients de ce qu'on fait, quoi. Oui. Et ça, je pense que c'est loupé, hein. Voilà. Et puis un vaccin, pour moi, n'a d'intérêt que dans le cas où on a un taux de létalité très important pour une maladie, donc le nombre de patients qui décèdent quand ils sont infectés, et si on n'a absolument aucun traitement, alors qu'on sait qu'en traitant de manière précoce, on arrive à sauver beaucoup de monde. Donc pour moi, ce vaccin n'a pas lieu d'être. Y a-t-il des patients au Covid et qui ont été déjà vaccinés depuis, je dirais, depuis 15 jours? Oui, il y en a. Clairement, il y en a, mais alors il faut faire bien attention parce qu'il y a toujours une latence entre le moment où on injecte le vaccin et où la réponse immunitaire se produit. Ce qui fait qu'on va trouver des patients qui étaient déjà en phase d'incubation avant d'être vaccinés ou entrent dans l'intervalle. Et puis on sait que ce vaccin, de toute façon, ne protège pas à 100%. Aucun vaccin ne protège à 100%, mais en tout cas, celui-là, on en est sûr. Et qu'il y a bien sûr l'apparition de ces variants qui font que la vaccination n'est pas... Enfin, est encore moins efficace, mais ces variants sont induits par cette vaccination. Donc, on est un peu dans un cercle. Donc, oui, on va trouver des patients Covid vaccinés. Oui. Et donc, je présume qu'à partir du moment où il y a un variant qui est moins sensible au vaccin, il y a des chances qu'ils prennent le dessus sur une population qui est fortement vaccinée. Oui. Okay. Et le fait qu'on trouve, pour l'instant, c'est vrai, plus jeunes qui sont hospitalisés, c'est aussi parce que je pense que les plus vieux sont en soi déjà morts. Ok. Mais est-ce qu'il y a plus, dans l'absolu, ou il y a plus relativement à l'ensemble des gens qui sont malades du Covid? De jeunes? Oui.
j'ai l'impression que c'est plus la proportion qui est plus importante parce qu'effectivement, il y a de moins en moins de personnes âgées. Oui. Ou est-ce qu'il y a plus de jeunes dans l'absolu par rapport à avant? Non, ce sera dans la proportion. Ok, c'est ça, oui. Donc en fait, il n'y a pas réellement d'augmentation, il y a une augmentation de la proportion par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport aux plus âgés. Oui, clairement. Ok. Oui. Alors, quel est votre sentiment en tant que citoyenne sur la crise que nous avons vécue et que nous continuons à vivre pour l'instant? Oui. Mais donc, ce qui, moi, me frappe le plus, on va dire que ça peut se résumer en une phrase, c'est qu'on a décidé de privilégier la quantité de vie, donc le nombre d'années gagnées, des personnes âgées à la qualité de vie de toute la population. Donc privilégier des mesures qui sont liberticides, qui sont coercitives sur toute une population, plutôt que de protéger les personnes faibles, les personnes âgées, les personnes à risque, oui, pour moi c'est assez inédit et quelque part aberrant. Voilà, donc nos dirigeants ont décidé de... Enfin, plutôt que de porter eux-mêmes la responsabilité des choix antérieurs qu'ils avaient faits quant à, par exemple, la réduction du nombre de lits dans le panorama hospitalier, ils vont faire porter la responsabilité des décès, des cas des malades sur toute une population et essentiellement sur les plus jeunes, carrément. Donc, ce qui est tout à fait... Enfin, moi, que je ne peux pas comprendre, en tout cas. Maintenant, quelle personne âgée ou quel grand-parent va souhaiter voir souffrir son enfant, souffrir dans le sens, voilà, par manque de contacts sociaux, par dépression, par suicide, par faillite, voilà, pour que cette personne âgée puisse vivre quelques années en plus. Alors, on revient à ce que je disais au départ sur le rapport à la vie, le rapport à la mort et la prise de risque qu'on peut tolérer ou pas dans une société. Oui. Et moi, ça me surprend parce que c'est pas la vision que j'ai de la vie. Oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure aussi, est-ce qu'on a demandé effectivement à ces personnes âgées leur avis, de savoir si, à la limite, elles sont prêtes à prendre moins de risques par rapport au Covid, mais à vivre plus loin des gens qu'ils aiment, etc. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est juste? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. C'est perturbant. Hein. Oui. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, merci. Parfait. Merci beaucoup. Invité, on va dire. Mais avec grand plaisir. Et ben voilà, alors on espère que tout va bien se passer, que les choses vont s'améliorer, je présume. Elles s'améliorent déjà à l'hôpital. Oui. Je crois que en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai compris, les admissions diminuent, les soins intensifs ça reste stable, les décès ça reste stable. Oui. Donc, mais je crois qu'avec la belle saison, enfin j'espère qu'avec la belle saison, vous aurez le temps d'un peu plus souffler et de prendre vos vacances. Oui. Si vous n'avez pas besoin d'un QR code. C'est le risque. Encore un risque. Parfait. Merci beaucoup, Julie.